À Sciences Po, lorsqu'Émile Boutmy a créé l'école libre, une de ses motivations profondes, c'était de créer une école avec un programme académique qui soit européen par le cadre. Donc vous venez de parler d'Europe. Ma question est donc très simple. Est-ce que vous êtes favorable à une Europe fédérale? Et est-ce que si vous êtes élu en 2017, vous serez le président de la République des États-Unis d'Europe? En 2017, non. Il y aura encore du boulot avant d'y arriver. Je suis pour une Europe plus intégrée. Permettez-moi de préférer ce mot à celui de fédéral parce qu'il suscite tout de suite des clivages ou des antagonismes. Je crois à l'Europe. Je suis né après la guerre. Je n'ai pas connu les déchirements du continent, mais enfin, je l'ai lu dans les livres, comme vous. Nous nous sommes étripés pendant des siècles, et pas uniquement au XXe siècle. C'est quand même extraordinaire de voir que grâce à la construction européenne, la France et l'Allemagne, aujourd'hui, sont comme les doigts de la main, et que nous avons complètement tourné cette page de notre histoire. Alors on me dit, mais ça, c'est des vieilles sornettes, ça n'intéresse pas les jeunes, quand on leur dit l'Europe c'est la paix, bon, très bien, ok. Oui, mais, est-ce qu'on est absolument certain que la paix est un acquis pour toujours? Quand vous voyez que la guerre est à 2 heures ou 3 heures de vol de Paris, en Ukraine, parce que c'est bien d'une forme de guerre larvée qu'il s'agit, et ainsi de suite. Donc ne cassons pas cet extraordinaire outil que constitue l'Europe, la construction européenne. Et puis, elle nous a apporté aussi beaucoup de bénéfices économiques. Je dis souvent à mes amis paysans, c'est pas possible que vous votiez Front National parce que l'Europe vous emmerde. Pendant 50 ans, la politique agricole commune vous a nourri, dans tous les sens du terme. Vous n'entendez pas? Si, pardon. Donc voilà, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Alors, ça ne veut pas dire que l'Europe fonctionne admirablement. Bien sûr que non. Elle est bureaucratique, elle est éloignée des préoccupations quotidiennes des gens, elle est peu démocratique, bien sûr, même si des progrès ont été faits. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Qu'est-ce qu'il faut changer? 2 ou 3 choses pour ne pas être trop long dans mes réponses. D'abord, je crois qu'il faut aller un coup plus loin dans l'intégration de la zone euro. On ne peut pas avoir une monnaie commune, une monnaie unique, si on n'a pas une politique monétaire commune. C'est fait, grâce à la Banque Centrale Européenne, qui fonctionne bien, et Draghi est un bon gouverneur. Si on n'a pas une politique budgétaire harmonisée, on a fait des progrès en ce domaine. Ça paraît quand même invraisemblable quand j'entends dire que Bruxelles veut nous mettre en tutelle budgétaire. Mais c'est nous qui l'avons demandé. C'est nous qui avons négocié le traité sur la stabilité et la coordination en Europe. C'est nous qui avons demandé un gouvernement économique de l'Europe pour rapprocher nos politiques. Donc ça a le mérite d'exister. En revanche, nous sommes très 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 loin d'un rapprochement, d'une harmonisation de nos régimes fiscaux, et on ne peut pas faire fonctionner une zone économique avec monnaie unique si on n'harmonise pas les systèmes fiscaux. Ce sera la prochaine étape à franchir. Et c'est une forme d'intégration très importante, parce que la fiscalité, aujourd'hui, c'est l'unanimité, c'est ressenti comme le cœur de la souveraineté des gouvernements. La souveraineté, on l'a déjà déléguée. Quel est le premier homme politique français à avoir accepté une délégation de souveraineté? C'est le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle est arrivé en 1958, le traité de Rome était signé, mais il n'était pas en application. Et tout le patronat français, à l'époque, lui disait « Monsieur le Président, ne nous précipitons pas, nous ne sommes pas prêts, l'ouverture des marchés, c'est une concurrence que nous ne pourrons pas supporter. » De Gaulle a dit « On va le faire. » Et on l'a fait, en négociant l'ouverture des marchés contre la politique agricole commune, c'est-à-dire, avec les Allemands, c'est-à-dire un transfert de souveraineté. Donc on a fait des transferts de souveraineté et il faudra en faire d'autres. Ça pose un problème, ces transferts de souveraineté, notamment en matière fiscale. Problème majeur, et auquel la réponse n'est pas aujourd'hui disponible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a derrière un vrai projet politique de la zone euro? Est-ce qu'il y a la volonté des membres de cette zone de constituer un objet politique identifié sur la scène mondiale, avec une politique étrangère, sinon fusionnée, chacun continuera à avoir évidemment sa marge d'expression, mais harmonisée sur un certain nombre de sujets fondamentaux. Je recevais hier le directeur général, je ne sais plus quel est son titre exact, ou le secrétaire général du service extérieur européen, le ministère des Affaires étrangères européen, dont la haute représentante est aujourd'hui une Italienne, Madame Mogherini, et c'était antérieurement une Anglaise, Cathy Ashton, que j'ai fréquenté quand j'étais au Quai d'Orsay entre 2011 et 2012. J'étais très indulgent vis-à-vis de Cathy Ashton à cette époque-là. On l'a critiqué beaucoup. Je lui ai dit, vous vous rendez compte qu'avant d'ouvrir la bouche, il faut qu'elle harmonise la position de 28 ministres des Affaires étrangères. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit souvent silencieuse. Donc, est-ce que, oui ou non, on est prêt à bâtir une politique étrangère, à se doter
d'un outil de défense commun. Je pense que Jean-Claude Juncker est allé un peu vite en parlant d'armée européenne, mais d'harmoniser nos capacités de défense. Tous nos budgets de défense aujourd'hui diminuent, y compris en France. N'est-ce pas le moment de mutualiser nos moyens? Ça tombe sous le sens. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut qu'on ait la volonté politique de faire de l'Europe, je le répète, un acteur sur la scène internationale. Et ça passe par quoi? Par une volonté commune de la France et de l'Allemagne. Ça ne peut venir que de là. Tout le monde a essayé de faire avec les Anglais et ça ne marche pas. Et pour que ça marche avec les Allemands, il faut que la France soit forte. Parce que l'Allemagne, pour des raisons historiques et culturelles, n'a pas envie de prendre le leadership de l'Europe, contrairement à ce qu'on pense. Elle a envie d'une France forte, avec laquelle elle puisse travailler et coopérer, et qui exerce avec elle ce leadership européen. Mais pour ça, il faut que la France soit à parité, notamment économique, avec l'Allemagne. Donc vous voyez que ce processus sera difficile. Remettre la France à niveau, reprendre une initiative forte au niveau européen, redonner à la zone euro plus de consistance et une plus grande intégration. Autour, il y aura un cercle plus élargi où on fera l'Europe à la carte. M. Fabius a dit un jour que l'Europe à la carte, ça n'existait pas. Je regrette, ça existe. L'Angleterre, la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro, n'est pas dans la zone Schengen, elle reçoit son chèque spécifique, donc il y a bien une Europe à la carte. Et si l'Angleterre veut être dans une sorte de zone de libre-échange qui entoure la zone euro, pourquoi pas? Voilà un peu l'idée que je me fais de l'évolution de l'Europe. Il faudra simultanément que cette Europe plus intégrée autour de la zone euro en revienne à l'essentiel, que ce fameux mot de subsidiarité dont tout le monde se gargarise sans toujours bien le comprendre devienne une réalité, c'est-à-dire que l'Europe cesse de s'occuper de tout, y compris de la taille des petits pois. M. Juncker a annoncé il y a quelque temps qu'il allait mettre au panier 86, je crois, ou 83 projets de directives et de règlements élaborés par la précédente Commission. C'était une formidable idée. Réglementons moins. Tout le monde lui est tombé dessus, parce que dès qu'on cesse de réglementer, tous les lobbies qui veulent se protéger protestent. Donc une Europe qui réglemente moins, qui s'intéresse moins à des sujets subalternes, mais qui soit plus présente sur les grands sujets. Je pense notamment à la politique de l'énergie, je pense à une politique du numérique, je pense aussi à un grand plan d'investissement comme celui que nous avons mis en œuvre en France à la suite des travaux de la Commission que je co-présidais avec Michel Rocard. Donc l'Europe a des choses à faire dans ce domaine. Voilà un peu ce que j'ai envie de faire de l'Europe. Et tout ça, il va falloir vraiment l'expliquer. Nous avons raté le référendum de 2005 parce que les considérations de politique intérieure se sont mêlées avec l'enjeu que représentait l'adoption du traité européen. Je le regrette pour ma part. Mais il va falloir reprendre ce débat et convaincre les Français que ce n'est pas en vilipendant l'Europe que nous arriverons à mieux nous affirmer dans un monde aussi instable et dangereux que celui qui est le nôtre.